Je vous ai juste Non, s'il vous plaît. Allez-y, Carlos. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas M. Paul Biya qui est candidat. Mais c'est le système Biya qui est candidat. Je veux dire, même si vous enlevez M. Paul Biya, vous mettez Ngongo ou Ayolo ou n'importe qui, c'est le même système. Et ce système, il est là depuis 1982, donc ça fait 43 ans. Il n'a aucune volonté de quitter. Il faut déjà savoir que ce système a été battu aux élections dans ce pays en 92, mais a décidé de s'accrocher. L'histoire a retenu. Vous savez, là, vous êtes journaliste. L'histoire officielle, en tout cas. Vous êtes journaliste et vous devanciez avec couvert ces élections. Ils ont les chiffres. Dans leur mémoire, ils disent effectivement que le candidat de l'Union pour le changement avait gagné, mais sa victoire avait été volée. Après, donc, le vol de la victoire de l'opposition en 92, il y a eu dans ce pays une sorte de, pas de conférence nationale souveraine, mais la tripartite qui a accouché une constitution en 96 qui limitait le nombre de mandats présidentiels, 7 ans renouvelables une fois, qui obligeait M. Biya à quitter le pouvoir en 2008, quel que soit le résultat. Parce qu'à partir de 2008, il n'avait plus le droit d'être candidat. Il faut savoir qu'en 2008, effectivement, il a utilisé les mêmes artifices juridiques que les gens veulent convoquer sur ce plateau pour modifier la Constitution. Et en réalité, il faut savoir que quand un président de la République en fonction modifie la Constitution pour être candidat éternellement, ça veut dire qu'il n'a aucune ambition de quitter. Parce que je dois dire que la démocratie dans un pays est d'abord de la volonté de celui qui dirige. Pourquoi partirait-il s'il reçoit des appels de Camerounais, même si c'est des militants du RDP? Je suis en train de vous expliquer qu'en réalité, depuis 2008, il était supposé ne plus être là, si on respectait la Constitution de 96. Il a donc modifié. Ça veut dire qu'il n'a aucune ambition de rester. Ce qui est grave, c'est qu'en réalité, on assiste à une candidature par procuration. Un peu comme on dirige le pays par procuration depuis environ 14 ans. Il faut savoir que Chiroma, lorsqu'il a démissionné, il a déclaré que depuis 14 ans, il n'y a pas eu de conseil de ministres. Et je me demande comment quelqu'un qui dirige un pays peut faire 14 ans sans organiser une réunion avec ses ministres. Il faut savoir également qu'il y a un décret du président de la République de 2011 qui a transféré pratiquement tous ses pouvoirs au secrétaire général de la présidence de la République. Et, la délégation des pouvoirs. Une délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir a toujours effectivement. existé. Je veux dire, non, elle n'a pas commencé qu'avec Paul Biya. Elle a été renforcée en 2011. Et il faut savoir donc qu'en 2018 également, il y a eu une délégation de pouvoir qui a renforcé également ce qui avait été donné en 2011, faisant de facto du secrétaire général de la présidence un président bis. Donc c'est une situation qui fait en sorte que nous avons un président qui règne, mais quelqu'un d'autre gouverne. Et celui qui gouverne, c'est le secrétaire général de la présidence de la République à travers les délégations de pouvoir que nous avons, que je viens de dénoncer tout à l'heure. Même la candidature de M. Paul Biya a été déposée, comme vous l'avez constaté, par ses collaborateurs, notamment le DCC, le secrétaire général. Vous me direz qu'il y a d'autres opposants qui ont fait déposer leur candidature, soit par leur SP ou par des collaborateurs. Mais je dirais que pour un président dont la candidature pose problème dans l'opinion publique, il aurait été mieux pour lui d'aller lui-même déposer sa candidature pour montrer qu'effectivement il est candidat. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ceux même qui veulent être candidats, c'est-à-dire le système Biya, c'est pour continuer à diriger le pays. Par procuration, comme j'ai dit tout à l'heure. En 2009, nous avons posé le problème du gré à gré. C'est-à-dire qu'il y avait une transmission de pouvoir qui faisait en sorte que les vraies personnes qui dirigent, ce n'est pas le président de la République, mais ses collaborateurs. Parce que même la délégation de pouvoir qui a été accordée au secrétaire général de la présidence lui donne même le pouvoir de discrétionner les actes qu'il soumet au président de la République. Moi, je pense que c'est très grave et c'est quelque chose que les Camerounais doivent sanctionner en octobre prochain. Alors, Président Badakani, la candidature de Paul Biya, elle vous a surpris, elle vous a déçu?
Quel a été votre sentiment? Surpris, non. Déçu? Je ne sais pas ce que ça veut dire en politique, déception. Que je sois déçu d'un homme politique ou d'une situation politique, il faut que j'ai un rapport d'alliance ou de pacte avec cette situation ou cette personne. Vous n'avez peut-être pas de rapport d'alliance, mais en 2018, vous avez choisi de soutenir Paul Biya. Ce n'était pas une alliance. Voilà. C'est ce que j'ai dit également. Ouais, pourquoi est-ce qu'en 2000... C'est l'occasion de faire de la pédagogie politique parce que les maîtres de la destruction des autres ont fait tout un ramdam dessus. Bon, vous étiez en 2018. Attendez, je vous en prie, là. L'évolution de la vie politique, ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont apprendre énormément en politique, beaucoup. Très bien. Ils vont apprendre. En 2018... C'était pas une alliance. Le président Bello a une alliance avec le RDPC et le pouvoir. Moi, c'était pas une alliance, c'est un soutien. C'est ce que j'ai dit également. Mais en 2018, vous étiez parmi ces partis politiques de l'opposition à avoir accepté le G20, à avoir accepté de soutenir Paul Biya. Pourquoi est-ce qu'en 2025, vous décidez de ne pas soutenir Paul Biya? Parce que je suis un homme libre. Est-ce que je suis né pour soutenir Paul Biya? Non, mais je veux dire, c'est pas un métier, soutenir Paul Biya. Il y a forcément des actes. D'abord, je suis un homme libre. Oui. Les autres soutiens, j'ai été sollicité. En 2018, vous avez été sollicité pour soutenir Paul Biya. Même avant, en 2011, avant sollicité, j'ai apporté mon soutien, je me suis limité à ce soutien. Je n'ai rien demandé. Voilà un haut membre du RDPC, il est à côté de vous. Je n'ai rien demandé, parce que ce n'est pas ma conception de la politique. En 2020, on ne vous a pas sollicité? C'était des soutiens purement patriotiques. Je ne l'ai même pas laissé comme sollicite. Hein, parce que le congrès du NMP a eu lieu en août 2024. C'est l'occasion de rappeler ça. Oui. Et la seule résolution de ce congrès, je vais vous rappeler cette résolution. Vous allez voir qu'elle est assez originale. Nous avons dit, nous travaillons pour une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Après 3 jours d'analyse des contradictions qui traversent le pays et des menaces sous-jacentes à ces contradictions, ce que nous avons dit. Et nous avons dit que nous n'apporterons pas notre soutien au président Biya et à aucun parti politique. C'est écrit. Bon, si après les gens, comme d'habitude, font des campagnes, après refusent de prendre ça en compte, c'est pas de ma faute, Léla. Président Bandakani, sauf que vous ne donnez pas les raisons profondes de votre choix. Ben, je l'ai donné à ce congrès, mais dites-moi de vous le rappeler, je vais vous le rappeler. Ne dites pas que vous ne donnez pas. Allez-y, président Bandakani. Ce congrès a fait 3 jours, hein, et c'était à Mondo Vision, tous les jours c'était à Mondo Vision. C'est-à-dire que vous pouvez le suivre à Mondo Vision. Vous connaissez comme les partis font leur congrès à Mondo Vision pendant 3 jours. On n'avait rien à cacher. 3 jours. Pourquoi est-ce que vous décidez aujourd'hui, en 2025... Parce que les enjeux du Cameroun ne se jouent pas dans cette présidentielle, en l'état. Pour la simple raison que, vous avez rappelé tout à l'heure qu'on est au 8e mandat du président Biya. Oui. Vous parlez seulement du président Biya. Si on laisse de côté 92, que mon ami Carlos, monsieur le maire, a convoqué, depuis 92, les conditions qui ont prévalu en 92, depuis 92, systématiquement, le président Biya est élu. Moi, je vous pose la question. Les conditions qui prévalent, qui encadrent l'élection au Cameroun, en quoi ont-elles changé pour qu'il y ait la perspective d'un changement des résultats? Vous ne voyez pas que c'est comme si on tournait un film à réimage? Mais en 2011, en 2018, ces conditions ne vous ont pas posé de problème pour soutenir Paul Biya. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous... Mais je vous dis que parce que les enjeux ne se jouent là, ne se jouent plus là. Les enjeux ne se jouent plus dans le cadre de l'élection présidentielle telle que nous la vivons traditionnellement au Cameroun. Bon, je vais vous poser la question simplement. Écoutez, je vais plus loin. Que Paul Biya est toujours aujourd'hui l'homme de la situation au Cameroun? Écoutez, une élection présidentielle. Oui. Kalon Gbal vous a rappelé que M. Froundi aurait apparemment gagné en 92. Oui. Sous réserve des résultats officiels que nous avons eu dans ce pays. Il n'a pas pris le pouvoir, pourquoi? Une présidentielle, ce n'est pas simplement d'y aller. Dans les conditions camerounaises. Ce n'est pas seulement gagner. Mais il faut en plus prendre le pouvoir. Il faut en plus domestiquer l'appareil d'État. Et il faut relancer le pays en assurant la continuité du pays. Tous ces enjeux-là vont au-delà de l'élection présidentielle en tant que telle. En fait, alors, ce que nous avons décidé... que je pose, c'est qu'en 2018... J'arrive. Oui. Comme vous ne comprenez pas, quand vous me posez une question, vous voulez que je parle comme vous?
Je peux pas parler en devant peut-être vous. simplement. Non, c'est pas. De manière fondamentale, c'est pas vous qui m'intéressez, c'est ce qui m'intéresse. Oui. Vous le savez quand vous nous invitez. Je crois que je suis citoyenne également, donc j'ai besoin dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui, je vous le concède. Oui. Les raisons qui nous ont poussé à soutenir le président en 2011 et en 2018 ne sont plus les mêmes en 2025. Quelles étaient les raisons en 2018? Je l'ai expliqué en 2011. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Il y avait un ensemble de menaces graves qui pesaient sur notre pays, y compris son démembrement. Je veux dire, si vous parlez de menaces Boko Haram, nous avons toujours Boko Haram à l'extrême nord. Sauf que, nous avons je vais vous dire la différence. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sauf que ça a plutôt même renforcé les performances de nos forces de sécurité. Je veux dire que nos forces de sécurité ont appris à gérer ces menaces-là, y compris avec les enjeux internationaux. Suivez mon regard, enjeux internationaux. Donc moi, je considère aujourd'hui que même si ces menaces persistent, elles ne sont plus pour moi le moteur d'une situation qui peut justifier notre soutien au président Biya. Donc en 2018, le président Paul Biya avait besoin de votre soutien. En 2025, il n'en a pas besoin. Allez demander au LPC. Non, mais je veux dire... Ne posez pas la question. Je vous dis que même si on avait sollicité, ça ne doit pas être pareil. Puisque c'est depuis 2024 que nous avons fait un congrès. En août, madame, je rappelle ce paramètre pour vous, c'est important. Vous êtes journaliste. Vous posez la question à quelqu'un qui a réglé le problème en août 2024, de manière officielle et publique, dans le cadre d'un congrès géré à Mondovision. Vous avez dit ça. Donc rien ne pouvait bouger dans ça. Je vais vous poser la question. Et qu'est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu de démarche? Est-ce que pour vous, Paul Biya est toujours l'homme de la situation aujourd'hui? Je vais vous poser la question. Est-ce que pour vous, président Bandakani, Paul Biya est toujours l'homme de la situation? Je ne voudrais pas prendre la place du peuple camerounais. Vous êtes citoyen camerounais. À partir du moment où je vous dis que nous avons décidé de ne pas le soutenir, mais tirez les conséquences vous-même. Ça veut dire qu'il n'est plus... Je ne vais pas parler comme vous. Non. Oui. À l'heure actuelle, pour nous, nous pensons que le problème du Cameroun n'est plus à ce niveau. Ce n'est plus à ce niveau que le problème du Cameroun se pose. Parce que même si l'élection présidentielle passe, ça va régler fondamentalement quel problème? On aura le même statu quo. Mais les problèmes vont s'aggraver dans le sens des contradictions internes au sein du régime et les conséquences que ça a dans le pays. Qu'est-ce que vous pensez des accusations qui sont faites en ce moment contre vous? Certains vous accusent justement de vouloir lever les enchères et certains font savoir que votre position actuelle n'est du fait que le régime n'ait plus besoin de vous. Le régime, justement, vous l'avez dit également, ne vous est plus sollicité en 2025. Je ne fais pas la politique par rapport à ce que les gens pensent de moi. Vous savez, une opinion, ça se construit. Dans les réseaux sociaux, il y a les officiers qui sont spécialisés dans la diabolisation des gens, leur dénigrement, leur destruction, etc. Je leur laisse ça. Ils ne m'impressionnent pas. Quand vous regardez mon parcours politique, c'est un homme qu'on l'impressionne. Pour soutenir le président, il y a 2 fois au Cameroun, dans les conditions que vous connaissez, il faut être un homme libre. Puisque vous savez ce que vous allez endurer, les officines de la diabolisation, du dénigrement, de la lapidation de ceux qui refusent de marcher avec eux. Mais on connaît leur expertise, ça se voit tous les jours. Et maintenant, c'est même monté d'un cran. C'est monté d'un cran. Ils ne m'impressionnent pas, je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Je me fiche pas mal. Ce n'est pas l'opinion qui me fait. Ce n'est pas l'opinion qui définit la ligne d'un leader politique, madame. Prenez l'exemple autour de vous. Est-ce que les médias vous traitez tout ce qui change d'opinion matin, midi, soir, comme vous traitez le cas du président Balakani? C'est le même traitement? Mais cela vous montre, ils vous diront comme moi. Ce n'est pas l'opinion qui détermine la démarche d'un leader politique. Un leader politique tient compte de l'opinion. Mais un leader me dit que vous définissez votre démarche, vous la conduisez. Donc ne m'opposez pas à ce que les gens pensent de moi, parce que quand vous dites des arguties comme ceux-ci n'ont pas de sens. Donc en gros, en 2025, vous n'avez pas été sollicité, mais même si vous aviez été sollicité... Quand vous posez une question à quelqu'un, il vous répond, vous-même tirez la conséquence. Je sais que vous travaillez pour votre démarche, c'est bien. C'est à votre honneur. Je vous dis que ça a été réglé en 2024, août 2024. Ça veut dire combien? Ça veut dire plus d'un an avant l'élection présidentielle. Ça s'appelle l'anticipation. Et nous avons tenu à être clairs. Alors les mêmes gens ne peuvent pas dire que, comme tu n'as rien reçu, tu es fâché. Les mêmes gens ont dit, tu as soutenu le président en 2011 et 2018 parce que tu voulais un poste, parce que tu voulais de l'argent. Mais il y a un problème. Dans ce pays, le Cameroun, quand vous vous trempez dans ce régime, il y a des traces, c'est un État organisé. Hein. Il y a des traces. Mais depuis que les gens font leur ragot, vous avez les gens. Voici un membre du LPC qui est à côté de vous. Très bien. Tout à l'heure, il a dit une chose. Attendez, je vais lui répondre. Oui, vous terminez. Il a dit, il a à côté de lui un idéologue qui semble chanceler. Bon, le respect pour son titre d'honorable va m'amener à ne pas polémiquer avec lui. Mais demandez-lui, je ne suis pas ce genre d'homme politique
qui trafiquent par derrière. Je ne suis pas un homme politique qui fait les intrigues par derrière. Tous sur cette table me connaissent, tous là qui sont assis. Très bien. Je ne fais pas ça. Donc, nous sommes dans une démarche politique qui vise à baser la politique sur une certaine éthique et une certaine morale. Pas seulement sur le patriotisme, mais sur une certaine éthique et une certaine morale. Et nous l'avons démontré pendant ces deux soutiens qu'on a apportés au président. Nous avons fait pour l'intérêt du pays. Nous n'avons rien demandé. Nous avons même refusé les offres. Je passe le contrôle du quelqu'un du RDP. Sauf qu'en 2025, vous n'avez pas été sollicité. En fait, ce que vous avez dit, c'est qu'en 2011 et en 2018... Il n'a pas été sollicité, là, il avait déjà réglé le problème en 2024. Vous avez dit, Monsieur Motte, ce que vous avez dit, je résume, ce que vous avez dit, en 2011 et en 2018, vous avez été sollicité par le président, vous avez été sollicité pour soutenir la candidature de Paul Biya. En 2025, vous n'avez pas été sollicité, mais même si vous aviez été sollicité, vous aurez... Non, je vous réponds non maintenant. Je suis toujours sollicité. Ah bon, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis, et en 2018 et en 2011... Quand vous aspirez à gérer un pays, il faut une certaine hauteur. Je ne voulais pas arriver là, comme M. Motte n'a pas voulu être honnête. Jusqu'à présent, je suis toujours sollicité. Mais la position est... Non, je vous le dis. Je le dis, on est à Mondovision, je le dis. Mais comme il a dit, et ils nous connaissent au pouvoir, ils nous connaissent. En 2024, la fermeté avec laquelle on a réglé le problème a démontré qu'on ne va pas transiger là-dessus. Et vous n'avez pas répondu à ma question. La question que je vous ai posée aujourd'hui, est-ce que, parce que je vais passer la parole, est-ce qu'aujourd'hui, vous, président Bandakani, vous pensez que Paul Biya est toujours l'homme de la situation? C'est plus mon problème. Je travaille pour le Cameroun. Ce n'est plus votre problème. Et de ce point de vue, le président Biya peut être un atout, l'opposition peut être un atout. Tous les atouts du pays doivent être mobilisés pour un challenge. Il quiert celui-ci. Vous savez que vous ne répondez pas clairement. Mais je ne suis pas obligé de répondre comme vous voulez. Non, je veux dire clairement. Est-ce qu'il a toujours les solutions? Je ne veux pas répondre comme vous voulez. D'accord. Voici ma réponse. Donc, je dois être clair. D'accord. Dans notre démarche. D'accord. 1. Cette présidentielle n'est pas l'enjeu central du Cameroun. J'insiste. Les autres l'étaient. Parce qu'il y avait un enjeu pour nous. 2011, 2018. Il y avait un enjeu pour nous. Et ce n'est pas de ma faute. Tous les acteurs qui sont dans les temps présidentiels, ils étaient en 2018, d'autres étaient en 2011. Hein. On peut me remonter. Donc, ce n'est pas ça le problème. Je dis, voici l'enjeu pour nous, pour le NMP. Un parti a un agenda, a des objectifs à atteindre. Il y en a qui estiment que l'objectif, c'est de prendre le pouvoir, pas une élection. Il y en a qui estiment que c'est pour se faire voir. Chacun sa stratégie. Notre agenda, c'est le Cameroun. Et nous estimons qu'à l'heure actuelle, notre opposition montre que pour nous, le président Biya est un atout comme les autres dans le relèvement du défi fondamental que nous attend, à savoir qu'après le président Biya, c'est de cela qu'il s'agit, que ce pays reste debout et continue sa trajectoire. Dans sa déclaration, dans un contexte de non-résolution des crises Boko Haram à l'extrême nord, nord-ouest et sud-ouest, dans un contexte d'inégalité sociale de plus en plus forte, de plus en plus grandissante au Cameroun, tout comme le taux de chômage, l'accès aux services sociaux de base pas toujours évident. Comment appréciez-vous justement l'invocation d'un avenir meilleur par Paul Biya aujourd'hui comme feuille de route? Je commencerai par dire que M. Biya ne l'a pas dit. Il y a des gens qui se revendiquent être... En tout cas, on l'a vu sur sa page officielle. Oui, voilà. Vous avez vu sa page officielle, vous savez, vous, comme moi, que ce n'est pas lui qui anime cette page officielle. Là. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, disons simplement qu'il y a des propos attribués à M. Biya, des engagements attribués à M. Biya qui font état de ce qu'on va transformer le Cameroun. On fera en 7 ans ce qu'on n'a pas pu faire en 43 ans. Et bien, même avant. Voyez-vous ce plateau, je vais dire une chose qui est claire. Oui. Quand nous venons sur ce plateau, nous parlons aux Camerounais. Mais le Camerounais qui nous écoute, qui nous regarde à la télé, se demande si M. Motte vit au Cameroun. Je vis bien au Cameroun. Je dis très bien, se demande s'il vit au Cameroun. Je vis au Cameroun. C'est un discours qui a un total déphasage avec la réalité. Ceux qui le regardent au quartier, il a commencé par évoquer il a commencé par dire que, en fait, le socle sur lequel est bâti la quartier pour c'est la paix. Que M. Jean Crétel a dit au sortir du dépôt de candidature. La paix sociale. Mais voyez-vous, la paix, ce n'est pas l'absence de crépitement des armes. Ce n'est pas ça la paix. Pensez-vous qu'un parent qui dort chez lui dans la nuit, ne sachant pas ce qu'il va manger le matin, si le matin on pourra permettre de faire un peu bouillir la marmite, il est en paix? Est-il en paix? Quand quelqu'un part de sa maison, ne sachant pas si il pourrait arriver à son lieu de travail au bout d'1 heure ou de 2 heures, est-il en paix? Quand quelqu'un ne peut pas se soigner parce qu'il n'en a pas les ressources, qu'il ne peut pas aller à l'hôpital, est-ce qu'il est en paix?
quand la rentrée scolaire approche, quelqu'un ne sait pas comment est-ce qu'il fera pour que nos enfants retrouvent une école. Même dans les lycées, on paye cher. Est-ce qu'il est en paix? Parce que les Camerounais sont en guerre contre eux-mêmes tous les jours. Et une situation qui a été créée par le système en place. Donc on n'est pas venu nous parler de paix. Les gens, il n'y a pas de paix. Et maintenant, quand on parle d'armes, les armes crépient au Cameroun, il ne faut pas dire cela. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, je dis à tous les niveaux, les Camerounais ne sont pas en paix. Les Camerounais sont tous les jours dans une violence entretenue par le système en place depuis très longtemps. Et vous avez vu, vous dire, dans tous les domaines, on a progressé. Mais bien oui, on a progressé. C'est-à-dire que la boîte de riz qui coûtait 50 francs est montée à 300. On peut applaudir au régime. C'est ça le niveau de débat. Je dis vous dites qu'on a progressé dans tous les domaines. Allons-y voir les domaines, on peut interroger les domaines. Il y a quelques années, on avait des taxis. Vous avez dit. Non, on n'en est pas là. Vous parlez des progrès, mais on applaudit. On applaudit, on y est. On y est. On y est. Non, mais c'est cela. Que vous dites. Quand vous dites on a progressé, les domaines, c'est où? Les domaines. C'est dans tous les domaines de la vie. Nous parlons. Vous ne pouvez pas venir ce Cameroun. Je dis, vous ne pouvez pas. Une seconde, Charles. Une seconde. Monsieur Maud. Non, pas de la sardine, madame. Monsieur Maud, ce que les Camerounais. Les domaines là, ce que les Camerounais. Vous savez que il serait totalement illusoire, les langues de dire aux gens que vous allez stabiliser sur un long terme le prix de la sardine. Voilà la première réalité. Qu'est-ce qu'on peut stabiliser? Qu'est-ce que vous avez pu stabiliser? Non. Ils sont dans une réalité fantasmée qui consiste à dire on va comparer sur 10 ans l'évolution du prix de la sardine. Monsieur Mott, moi j'ai la parole. Monsieur Mott, j'ai la parole. Vous êtes confronté à ce genre de discussion là, vous pensez que ça... Mais cela vous engage. C'est vous qui êtes en campagne là. Vous parlez des Camerounais. Respectez. Vous devez respecter les Camerounais. Vous ne pouvez pas tenir un tel langage quand les gens vous écoutent. Mais laissez-moi nous répliquer. Ça, c'est clair. Quand vous dites qu'on a progressé dans tous les domaines, oui, allez-y. Vous parlez du prix du riz. On peut citer les domaines. Effectivement, on a évolué. C'est-à-dire que la ménagère qui, par le passé, allait au marché, savait qu'avec 2000 francs, elle pouvait, aujourd'hui, c'est autre cas, on a évolué. C'est ça le progrès. Mais on a effectivement évolué dans tous les sens. Il vous dit, les gens viennent de soigner au Cameroun, sur le plan sanitaire. Donc, il dit, quand vous regardez Cameroun, il dit, Monsieur Mott est député, il a été élu par le peuple, par les populations d'une CAM. Monsieur Mott peut-il regarder ces populations en face et leur dire on a évolué dans le bon sens? Mais non, c'est faux. Donc il faut quand même prendre la réalité, reconnaître qu'en fait, beaucoup de choses n'ont pas pu être faites pour des raisons peut-être qui peuvent être compréhensibles, d'accord? Mais dit que tout a été fait. Vous dites, vous avez atteint un niveau de satisfaction. La gouvernance vous donne satisfaction. Mais il y a un problème, non. Mais ça, c'est vous. Ça, c'est vous. J'ai envie de croire que monsieur Mott, vous savez, quand on est comme dans un type de véhicule, on ne ressent pas les nids de poules. Hein. Non, je dis c'est clair. On ne ressent pas les nids de poules. On ne ressent pas. Vous parlez niveau débat. Non, nous sommes au Cameroun. Le débat doit être aérien. Le débat doit pas être aérien. Non. Je dis de ce que vous dites. Et quand vous dites, quand vous parlez des gens qui ont passé 43 ans, vous demandez qu'on peut leur accorder du crédit. Et que ceux qui arrivent étant néophytes ne méritent pas du crédit. Mais il y a un problème. Avant que monsieur Bian arrive au pouvoir, il avait réalisé quoi avant? Qu'avait-il fait avant? Avant il avait servi le pouvoir dans l'administration. Mais la plupart, beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui sont encore par magistrat suprême ont servi. Donc ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au motif que les gens n'ont pas été au pouvoir, au niveau où monsieur Bian est aujourd'hui, les disqualifier. Je dis il faut donc respecter, il a parlé des programmes et des visions. On va interroger les visions, les programmes. Mais dans le cas de RDPC, il y a quand même eu des actes qui ont été posés par le passé. Mais en ce moment-là, mais ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. En se basant sur l'accès des Camerounais aux produits de première nécessité. Manger le riz fait partie des aliments les plus on en est là aujourd'hui parce que quand vous donnez l'impression, je précise les choses. Je n'ai pas l'impression que monsieur Mott. Non, je veux dire on s'adresse à tous les Camerounais. Donc il n'y a pas des mots précis et encore que l'économie doit pouvoir être comprise par tous. Allez-y. Aujourd'hui au Cameroun, il n'y a absolument rien que la candidature de Biya ou encore une nouvelle élection de M. Biya par rapport au Camerounais. Absolument rien que les Camerounais n'ont pas pu vivre en 43 ans. Et ça, c'est clair. Je pense que tout ce que les Camerounais demandent aujourd'hui, c'est qu'on puisse entrer effectivement dans une compétition saine et que les points de vue puissent être confrontés, les programmes comme télévision, et qu'à la fin, que les Camerounais fassent le choix. Moi, je suis d'accord avec cela. D'accord, ils fassent le choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais qui nous regardent savent très bien qu'il n'y a pas un crédit accordé à M. Biya
qui se porte aujourd'hui candidat. Carlos C'est-à-dire, pour plusieurs Camerounais, moi je vous ai dit, il en est même disqualifié au regard des actes de gouvernance qu'il a posés par le passé, lesquels actes ne sont pas favorables. Très bien. Carlos Godem, à 92 ans, Paul Biya est aujourd'hui l'un des chefs d'État les plus âgés au monde. Cerise sur le gâteau ayant mis le plus de temps au pouvoir. Évoquer aujourd'hui un avenir meilleur pour les Camerounais. Est-ce une promesse pertinente, crédible face à la situation politique, économique, sociale et même sécuritaire du Cameroun? C'est une blague en fait. C'est une blague parce que, d'ailleurs, lors de ma première prise de parole, je vous ai dit que ce n'est pas Paul Biya qui est candidat, mais c'est le système Biya qui est candidat. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que le président de la République, le président sortant, c'est quelqu'un qui n'est pas présent dans la vie des Camerounais. C'est un homme qui est régulièrement absent. Vous savez, lorsque vous êtes président de la République, vous êtes en charge de la sécurité des personnes qui vivent à l'intérieur du pays et même de la défense de l'intégrité du territoire. Il faut savoir que lorsque M. Paul Biya prend le pouvoir en 1982, nous n'avons pas toutes les crises que nous vivons aujourd'hui. Sur les 10 régions que le Cameroun compte, nous avons 5 qui sont pratiquement prises entre deux feux. Mais la crise dans le Nord-Ouest, n'est pas arrivée avec peut-être qu'elle s'est exacerbée pour des raisons que je vais expliquer. Oui. Je vais expliquer les raisons pour lesquelles la crise s'est exacerbée. Et même pour la question de Boko Haram. Ce qu'il faut noter, c'est que sur les 10 régions que compte le Cameroun, il y a 5 qui sont en insécurité permanemment. Vous savez, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, vous avez les régions septentrionales avec Boko Haram. Je précise encore que Boko Haram n'est pas qu'au Cameroun. Le Cameroun n'est pas le seul pays. Oui, il y a Boko Haram au Nigeria, au Tchad et dans certains pays du Sahel. Mais c'est qu'il faut savoir que le dénominateur commun de la cause de tous ces problèmes, c'est le sous-développement. Le sous-développement, parce que la question anglophone est née après une revendication des syndicats et même des citoyens de la région qui estiment que le budget de l'État est confisqué à Yaoundé. Et ils demandent que le pouvoir soit transféré à la base. Je précise. Comment on résout ce genre de contentieux? On fait une réforme de l'État. Soit on passe par un système fédéral, soit on fait plus de décentralisation. Or, aujourd'hui, le code général des collectivités qui a été voté en 2019, après qu'il y ait eu un grand dialogue national que je qualifierais même de monologue, s'est tenu, a permis de prendre un certain nombre de recommandations qui sont aujourd'hui inappliquées, notamment la question des 15% du budget de l'État qui doivent être reversés aux collectivités territoriales décentralisées pour leur développement. Et donc, lorsque vous remarquez que lorsqu'un maire, pour construire une salle de classe dans sa commune, est obligé d'aller se prostituer devant un chef de service dans un ministère, soit de l'enseignement secondaire ou du ministère de base à Yaoundé, ça pose quand même problème. Ça pose problème parce que ça montre que même le développement à la base n'existe pas. Et c'est ça qui est la cause du sous-développement. Les maires n'ont pas suffisamment de moyens pour même amorcer le développement dans leur localité. Et même Boko Haram, c'est les mêmes causes. Parce que les rebelles, généralement, ne fonctionnent que dans les zones où il y a un sous-développement, où il n'y a pas de ville, il y a des savanes, les brousses, les forêts, dans lesquelles ils exercent leurs activités. Donc je pense qu'il y a cette question de sécurité qui est un problème aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que quand vous avez fait 43 ans au pouvoir, la seule chose pour laquelle vous pouvez venir mettre sur la table, ce n'est pas de proposer un nouveau projet, c'est de faire votre bilan. Et le bilan est que sur les 10 régions, il y a 5 qui sont en insécurité. Vous ne gérez que 5. Et sur les autres questions, et sur les autres questions, sur le plan économique,